En 1775, les Américains, alors en pleine guerre d'indépendance contre l'Angleterre, décident d'envahir le Canada, qui est alors une colonie britannique. C'est 15 ans à peine après la conquête. Certains Canadiens, nostalgiques de Nouvelle-France, décident de s'allier aux Américains pour chasser les Anglais du pays. L'un d'eux fut même au service du premier président des États-Unis. Voici l'histoire de Clément Gosselin, l'espion de George Washington. Chers frères, chères sœurs, il y a 15 ans à peine, nous étions douloureusement séparés de notre mère patrie et soumis aux lois d'un nouveau conquérant. Mais le ciel a voulu que la couronne britannique nous accorde le droit de parler notre langue et surtout de pratiquer notre religion. Or, ces droits sacrés sont aujourd'hui menacés par un vent de folie impie qui souffle sur nous venant des 13 colonies américaines. Il s'en trouve parmi nous d'assez corrompus pour se donner comme mission de répandre chez nous ces doctrines diaboliques. Il s'en trouve même ici dans cette église. Notre évêque vous avertit, vous et les rebelles, vous devez immédiatement mettre un terme à vos conduites séditieuses. Si vous aidez les Américains à chasser les Britanniques de ce continent, vous serez excommuniés. Pensez-y, Clément Gosselin. Nous sommes à l'automne de 1775, soit il y a plus de 200 ans, à Sainte-Anne-de-Pocatière. Mon nom est Germain Dionne et je suis le beau-père de Clément Gosselin. Celui-là même qui vient d'être pris à partie par le curé. Même si le curé nous menace d'excommunication, on n'est pas des monstres. Loin de là. Pour ma part, je suis premier bailli de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Je me débrouille plutôt bien en affaires et je suis assez bien en vue dans la région. Clément Gosselin, lui, est venu s'installer ici il y a 5 ans et il a même épousé ma fille, Marie-Louise. C'est parce que Clément Gosselin appuie les Américains dans leur tentative de s'emparer du Canada que le curé le menace d'excommunication. Vous savez, à une époque pas si lointaine, c'était très grave d'être excommunié au Québec. L'omniprésence de la religion dans la vie quotidienne faisait en sorte que ceux qui étaient frappés d'excommunication étaient rejetés de la société. Excommunier, ça veut dire, à l'époque, tu n'es plus avec. Tu n'es pas de ce groupe-là. Si vous êtes excommunié à cette époque, vous ne pouvez plus avoir de relation avec vos voisins. Personne ne peut plus vous parler. Parce que si quelqu'un vous parle, il est excommunié de façon automatique. C'est pire que d'être mis en prison. Parce qu'en prison, tu peux sortir. Excommunié, tu ne peux pas sortir à moins de te dédire, comme on dit à l'époque. Évidemment, si vous êtes excommunié, vous n'avez plus les services spirituels de l'Église. Quand vous mourrez sans les sacrements et vous êtes inhumé en dehors du cimetière catholique. On a ça encore aujourd'hui. Je remarque quelquefois les excommunications. Non, le mot est disparu, mais je ne crois pas que la réalité soit si étrangère à nos mœurs. Quand je vois que quelqu'un qui n'est pas aligné à son parti ou quelqu'un qui n'est pas aligné à telle formule sociale, il est très vite excommunié, disons, il n'est mis de côté. Que se passe-t-il ici au Québec en 1775 pour que des Canadiens français soient menacés d'excommunication? C'est que les Anglais, qui avaient conquis la Nouvelle-France, avaient permis aux Canadiens de pratiquer leur religion. Les élites religieuses craignaient que les Américains entraînent les Canadiens dans leur mouvement d'indépendance. Qu'arriverait-il alors à la suprématie des autorités religieuses ici au Canada sans le soutien de la couronne britannique? Malgré les menaces d'excommunication lancées du haut de la chaire par les représentants de l'Église, certains parmi nous continuent à afficher leurs convictions. Un certain nombre de Canadiens français se sont joints aux troupes américaines dans l'espoir d'y trouver soit l'indépendance pour le Canada, l'indépendance de l'Angleterre, dont nous étions la colonie, soit pour espérer que la France revienne occuper le pays, ou en tout cas pour avoir parce qu'on était en faveur des Américains.
parmi ces Canadiens français qui sont passés du côté américain, nous avons en particulier Clément Gosselin, qui était un menuisier de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, un menuisier d'une trentaine d'années, qui avait fait de la milice, ce n'était pas un soldat de carrière, c'est un menuisier, et il va travailler à constituer, avec d'autres, il va travailler à constituer un régiment. Rien à l'horizon. Les Anglais n'envoient pas de renfort. On n'aura pas besoin d'allumer de feu sur la grève pour prévenir les Américains. L'Angleterre ne devrait pas tarder à envoyer des navires, des soldats. Les Américains occupent déjà Trois-Rivières et Montréal. Tant qu'ils s'empareront pas de Québec, les Anglais restent les maîtres de la colonie. Qu'est-ce que les Américains attendent avant d'attaquer Québec? Ils attendent le moment propice. Faut faire confiance au général Arnold. Et puis ça nous laisse du temps pour recruter d'autres miliciens canadiens pour aller combattre à leur côté. Mon gendre Clément a beau faire preuve de beaucoup d'optimisme. Très peu de Canadiens se laissent convaincre d'aller combattre aux côtés des Américains. Bien sûr, on est nostalgique de l'époque encore toute récente où le Canada appartenait à la France. Certains, comme Clément, sont profondément meurtris par la défaite française et aimeraient ça pouvoir chasser les Anglais du pays. Ils voient les Américains comme des alliés, mais très peu ont son courage et sa détermination. En effet, la majorité des Canadiens français de l'époque choisissent plutôt de rester neutres. Neutralité qui équivaut à un appui aux conquérants britanniques. Il faut dire que l'exemple vient de haut puisque les élites de ce qu'était le Québec de cette époque se sont toutes rangées à l'unanimité du côté de l'Angleterre. Il faut dire que la Grande-Bretagne avait réussi à acheter l'allégeance non seulement du clergé, mais aussi des seigneurs et des marchands du Canada, en se montrant, disons plutôt, généreuse à leur égard à l'occasion du fameux Acte de Québec en 1774. L'Acte de Québec, c'est une loi selon laquelle, effectivement, on donnait droit de cité au droit civil français. Et le droit civil français permettait ce qu'on appelle la tenure seigneuriale, c'est-à-dire donnait vraiment droit d'existence aux seigneuries, l'officialisait. Donc, les seigneurs, qui sont une des élites de l'époque, se voient donc donner droit de cité, droit d'exister sur leur seigneurie. Donc, eux sont très contents. L'Église catholique, c'est la même chose. Donc, on va permettre le droit de culte à l'époque. On va permettre donc à l'Église aussi de percevoir la dîme. Donc, le clergé est vraiment très heureux qu'il y ait liberté de religion dans le Canada de l'époque. Les marchands britanniques vont aussi être choyés par l'Acte de Québec parce que dans cette loi, le territoire de l'Ouest américain, la vallée de l'Ohio, va revenir à la province de Québec. Province of Quebec, comme on l'appelait à l'époque. Et ce territoire ne sera plus territoire neutre amérindien. Il va maintenant être rattaché à la colonie du Québec. Donc là, les Américains sont vraiment furieux. Ils sont furieux, ils vont dénoncer très fortement l'Acte de Québec. Le Congrès naissant américain, à l'époque, va vraiment... on le prend très, très mal. Et même, on va commencer à parler de façon très, très ouverte de révolte. Et c'est très clair à l'époque, même la Grande-Bretagne, on commence à traiter les 13 colonies comme des colonies rebelles. Les Américains vont même approcher les élites canadiennes pour tenter de les convaincre de se révolter, elles aussi, contre l'Angleterre. Après tout, se disent les Américains, la conquête du Canada par l'Angleterre ne date que de 10 ans à peine. Les Canadiens ne rateront sûrement pas l'occasion de se débarrasser de leurs conquérants. Mais non, l'Acte de Québec a fait son travail et les élites canadiennes françaises et canadiennes anglaises refusent l'offre des Américains. Ce que voyant, Washington et le Congrès vont se méfier beaucoup de la colonie du Canada. Ils ne veulent pas non plus, s'ils se révoltent contre la Grande-Bretagne, que la colonie du Canada serve de base pour la Grande-Bretagne, pour les attaquer eux-mêmes. Alors, ils vont décider tout simplement en 1775 d'envahir le Canada. Au printemps de 1775, le bruit de l'invasion américaine qui court partout au Canada incite le gouverneur Carleton à demander à l'évêque de Québec, Monseigneur Jean-Olivier Briand, d'intervenir. Le 22 mai, l'évêque de Québec adresse un mandement à tous les peuples de la colonie, rappelant leur serment d'allégeance à la couronne britannique. Il leur rappelle que leur religion leur impose l'obligation de défendre leur patrie et leur roi. Il demande aux Canadiens de fermer leurs oreilles et ne pas écouter les séditieux qui cherchent à les rendre malheureux et à étouffer dans leur cœur les sentiments de soumission à leur légitime supérieur. Mais par ailleurs, le général George Washington s'adresse lui aussi, en français et en anglais, au peuple du Canada, plus précisément le 7 septembre 1775, pour tenter de les convaincre d'épouser la cause américaine. Washington supplie les Canadiens de se joindre à eux, les Américains, dans leur combat pour la liberté. Et il termine sa lettre en ces termes. «
Allons donc, chers et généreux citoyens, rangez-vous sous l'étendard de la liberté générale que toute la force et l'artifice de la tyrannie ne seront jamais capables d'ébranler. Mais est-ce que les Canadiens vont écouter les ordres de l'évêque de Québec ou vont-ils se laisser entraîner dans la Révolution américaine? Encore une fois, les Canadiens français vont rester neutres parce que pour eux, dans un certain sens, ils avaient été envahis par non seulement les Britanniques, mais les Américains lors de la fameuse guerre de la conquête. Alors, ils voient les Américains arriver qui s'en prennent à des Britanniques, donc ils vont considérer ça comme une chicane à régler entre ces deux groupes-là. Et les Canadiens français, non seulement vont rester neutres, mais vont un peu profiter du conflit en vendant du blé et aux troupes américaines et aux troupes britanniques. Donc, le général Montgomery, à la tête de son corps expéditionnaire de 8000 hommes, va remonter par la route traditionnelle qui avait été empruntée à quelques reprises pour tenter d'envahir le Canada. Donc, va remonter le lac Champlain, va prendre le fort Ticonderoga, ensuite le fort Saint-Jean, pour avoir la route libre jusqu'à Montréal. Donc, il est intéressant de constater que malgré les problèmes d'organisation, le corps expéditionnaire de Montgomery va pouvoir facilement entrer dans Montréal. La ville va capituler très, très, très rapidement. Mais bien sûr, le Canada n'était pas si facile à prendre. Pour prendre le Canada, il faut absolument prendre la ville de Québec. On l'a vu lors de la guerre de la conquête. Montréal est tombé, mais c'est évidemment grâce à la bataille des Plaines d'Abraham qu'on peut dire que le Canada tombe. Donc, il fallait prendre Québec. Dis-moi, Clément, d'où ça te vient, cette haine de l'anglais? J'avais 13 ans quand l'Anglais a capturé mon père et l'a amené en Angleterre. Tout ça parce qu'à la bataille des Plaines d'Abraham, il a voulu défendre son pays. Et tu crois vraiment que... on serait mieux avec les Américains? J'en ai aucun doute. C'est pourquoi ils sont révoltés contre Londres. Parce qu'ils acceptent plus le pouvoir despotique du roi. Ils acceptent plus les arrestations arbitraires comme celle de mon père, les taxes et les impôts exagérés. Ils veulent bâtir un pays sur la justice. Un pays où chacun sera libre. Mais pourtant, chez nous, les Anglais font plus de compromis. C'est le même Anglais qui a capturé mon père, qui 15 ans plus tard est toujours chez nous. Il faut le chasser. Clément Gosselin? Oui. Merci. Les Américains s'apprêtent à attaquer Québec. Il faut aller rejoindre les troupes américaines. Le moment est enfin venu de nous débarrasser de l'anglais. Si on se bat avec courage, la victoire nous appartient. En 1775, les Américains décident de conquérir le Canada. Ils sont soutenus par un groupe de Canadiens rebelles à l'Angleterre dirigé par Clément Gosselin. Les Américains s'emparent facilement de Montréal et en décembre, ils tentent de prendre la ville de Québec. Malheureusement pour Clément Gosselin, cette attaque est un échec. Qu'est-ce qui s'est passé à Québec le 31 décembre 1775 pour que les Américains, aidés par environ 200 miliciens canadiens dirigés par Clément Gosselin, n'aient pas réussi à prendre la ville? Il faut tout simplement se rappeler que les conditions d'attaque étaient très mauvaises et que normalement, les Américains n'auraient pas dû attaquer Québec en ces journées de fin décembre 1775. Ce qui a poussé les Américains à faire l'attaque immédiatement, malgré la température, c'est que le contrat des soldats, parce qu'on s'engageait par contrat, le contrat des soldats américains prenait fin le 31 décembre 1775. Il fallait risquer la bataille. On l'a donc risqué, on l'a perdu. Clément Gosselin n'abandonne pas la lutte pour autant. De janvier à mai 1776, il parcourt les diverses paroisses de la rive sud du fleuve, de Pointe-Lévis jusqu'à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, pour recruter des volontaires pour les troupes du Congrès. Il convoque et préside des assemblées de paroisses pour faire élire des officiers de milice. Et il fait organiser des feux destinés à prévenir les Américains de l'arrivée éventuelle des vaisseaux britanniques. Le 4 mars, Gosselin devint capitaine dans le régiment commandé par Moses Hazen. Et le 25 du même mois, il prend part à une attaque à Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Mais ses efforts seront vains car les Américains battent en retraite et abandonnent tout espoir de prendre Québec. Remercions le ciel de nous avoir conservés comme maîtres les représentants d'une couronne qui respecte la foi catholique.
Hélas. Certains parmi vous nous ont trahis et ont formé alliance avec les Américains. L'un d'entre eux, en particulier, Clément Gosselin. Aussi dois-je vous faire lecture d'un document émanant de l'évêque de Québec lui-même, Monseigneur Jean-Olivier Briand. Les fourberies grossières et les plus iniques mensonges dont on s'est servi pour vous faire tomber dans le piège et dans lequel vous avez eu le malheur de donner avec le plus déplorable aveuglement et une sorte de frénésie et de fanatisme m'oblige, Clément Gosselin, à vous excommunier. Donné à Québec, sous notre sein et le sceau de nos armes, Monseigneur Jean-Olivier Briand, évêque de Québec. L'évêque, c'est Monsieur Briand, un homme extrêmement fort, entêté aussi, et ensuite, dans sa perspective à lui, on obéit au pouvoir établi. Et ça, il ne faut pas être surpris. Moi, j'ai vu dernièrement, je donne un exemple, j'ai vu dernièrement le pape Jean-Paul II aller dans des pays qui étaient très, disons, anti-chrétiens, ou aller au Maroc, ou aller partout, et présenter ses respects à l'autorité du lieu, parce que c'est une théorie à l'intérieur des églises chrétiennes que l'on doit porter du respect à la personne qui est au pouvoir. Maintenant, Clément Gosselin, tu es dans les ténèbres. Alors, lorsque l'Église excommunie quelqu'un, elle fait cette cérémonie religieuse, le cierge qui est allumé dans le cœur de l'Église et qui représente l'homme à excommunier. À ce cierge, on l'éteint comme un signe de malédiction. Et l'homme en question se trouve complètement privé de tout privilège spirituel et en même temps de toute communication avec les autres paroissiens. Notre curé est devenu l'anglais. Et moi, je suis devenu un paria dans mon propre pays. Évidemment, Gosselin va être excommunié, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il ne sera pas le seul à être excommunié. Plusieurs autres seront excommuniés, dont 5 paysans de Saint-Michel-de-Bellechasse, 3 hommes et 2 femmes qui seront excommuniés et seront enterrés comme ça dans un champ, dans une terre non consacrée. D'ailleurs, il y a des anecdotes intéressantes à cet égard-là. Un siècle plus tard, vers 1880, un cultivateur qui a réacheté ces terres-là voudrait pouvoir les exploiter, mais il sait, comme tout le monde, que des corps ont été enterrés là à la suite de l'invasion américaine. Donc des corps de gens qui ont été excommuniés. Alors, il va demander à l'Église que ces corps soient déterrés et réenterrés ailleurs. Et finalement, un curé va accepter, va acquiescer, mais les corps seront enterrés dans un endroit où on enterrait les enfants nés sans baptême. Ceci dit, cet épisode-là est resté très, très présent dans l'imaginaire collectif des gens du coin. Et d'ailleurs, 10 ans après ce déterrement-là, si on peut s'exprimer ainsi, Louis Fréchette va écrire un poème assez fameux qui s'appelle « Les excommuniés ». Quand on allait voir nos grands-parents et qu'on passait par le rang, le 4e rang de la Durantaye, où étaient enterrés les 5 excommuniés, nos parents disaient déjà, ne regardez pas. Ne regardez pas là. Et on a toujours gardé cette espèce de peur du lieu où se trouvent les 5 excommuniés, parce qu'on nous racontait chez nous, et mon grand-père était, disons, précisément bien informé, puisqu'il venait de ce lieu-là. Ne regardez pas, ne regardez pas. Et puis ça créait... Et les gens entendaient du bruit pendant la nuit, des chaînes. Et ça faisait peur. Dès qu'il y avait des orages, on disait c'est peut-être à cause de... Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais à Montréal. À Montréal? Il y a de nouveau de l'espoir. Clément,
Les Américains ont perdu à Québec. Ils ont perdu la bataille de Québec. Ils n'ont pas renoncé à débarrasser la Nouvelle-France des Anglais. À preuve, j'ai appris qu'une importante délégation est envoyée à Montréal par le Congrès américain pour faire le point sur la situation. Je veux aller les rencontrer et les assurer du soutien de ma milice. Mais c'est risqué. J'ai plus rien à perdre. L'Anglais m'a enlevé mon pays. Le curé m'a chassé de mon église. C'est par les armes que je veux reconquérir mon honneur et ma dignité. Clément, si t'es capturé, t'en sortiras pas vivant. Au moins, je serai mort pour une noble cause. Mon Jean avait raison. Après la défaite de Québec, Washington a convaincu le Congrès américain de déléguer à Montréal nul autre que Benjamin Franklin, accompagné de plusieurs personnes influentes, dont un jésuite du nom de John Carroll, afin de faire le point sur la situation. Clément Gosselin fut autorisé à les rencontrer. C'est donc vous, le fameux Clément Gosselin. Toujours prêt à me battre pour la même cause que vous, Monsieur Franklin. Bien, bien. Je vous félicite, mon ami. Et sachez, mais assoyons-nous, sachez que dans les 13 colonies, l'on vous est très reconnaissant pour votre dévouement à la cause américaine. J'ai toujours sous mes ordres une milice de 200 hommes, prête à joindre à vous, aussitôt que vous décidez de réattaquer Québec. Well, avant de réattaquer Québec, comme vous dites, il faudra cette fois-là être sûr de la victoire. Oui, mais je doute pas une seule seconde de notre victoire. Il suffit de faire venir ici plus de soldats et d'armes que la dernière fois et prendre les Anglais par surprise. Je suis certain que je pourrai entraîner d'autres Canadiens avec nous. J'ai entendu dire que plusieurs d'entre vous hésitent à se battre avec nous de peur d'être excommuniés. Hein? Oui, je suis bien placé pour le savoir. Vous avez devant vous un pauvre homme qui a été lui-même excommunié. Mais puisque vous êtes là, Père Carroll, je voudrais vous demander une faveur. Laquelle? J'aimerais que vous leviez l'excommunication qui pèse contre moi. J'aimerais bien pouvoir vous exaucer, mais hélas, je ne suis pas évêque et je n'ai pas les pouvoirs ecclésiastiques pour lever votre excommunication. Voyons, Père Carroll, vous êtes certain que vous ne pouvez rien faire pour soulager les tourments de la conscience de ce brave homme? N'oubliez pas que M. Gosselin risque sa vie et celle de sa famille pour notre cause. Si vous refusez, je perds sur tous les tableaux. Mon évêque m'excommunie dans mon propre pays. Et ceux que j'aide se disent incapables de renverser la décision. Si j'étais évêque, je le ferais avec plaisir. Je ne peux absolument rien faire. Malgré la défaite des troupes américaines à Québec, Clément Gosselin continue à convaincre les Canadiens d'appuyer la cause américaine. Les Américains sont repliés à Montréal, mais la visite de Benjamin Franklin redonne espoir à Clément Gosselin, qui tente de le convaincre d'essayer à nouveau de prendre Québec. Il tente aussi de faire lever son excommunication par le père jésuite John Carroll. Mais c'est peine perdue. Après le passage de la délégation du Congrès à Montréal, les Américains abandonnent le projet d'envahir le Canada. En 1777, Clément Gosselin est arrêté puis écroué à la prison de Québec. Libéré au printemps de 1778, il rejoint son régiment à White Plains, New York, pour poursuivre son combat du côté des troupes du Congrès. Déjà 2 ans qu'on a pris le bord des 13 colonies. L'Anglais domine toujours les Canadiens. Depuis l'attaque ratée de Québec, les Américains ne semblent pas décidés à vouloir à nouveau envahir le Canada. Mais on ne désespère pas ce qu'ils fassent un jour. En attendant, comme on est des parias dans notre propre pays, on a décidé de venir combattre aux côtés des Américains. Pour qu'on parvienne à chasser définitivement les Anglais des 13 colonies. Dans les colonies américaines à l'époque, les forces militaires étaient composées de 2 groupes. D'une part, l'armée anglaise d'occupation, composée de militaires de profession, et d'autre part, des miliciens, des Américains ou même à l'occasion des Canadiens, comme Clément Gosselin ou Germain Dionne, auxquels on a recours quand on en a besoin. Or, un militaire britannique avait un suprême dédain pour ce qui était un milicien, parce que eux, ils étaient des militaires de profession, tandis que les autres n'étaient que des militaires d'occasion.
Si au moins le Congrès américain essayait une autre invasion du Canada. Cette fois-là, je suis sûr que ça marcherait. Hein? Puis maintenant qu'on combat dans la milice américaine, on reviendra au pays en vainqueur, en conquérant. La vérité... La vérité, c'est que je m'ennuie du pays. C'est moi, beau-père, au moment où on traversait la frontière, je me suis juré qu'on viendrait. Quand les Américains ont voulu se constituer une armée pour lutter contre les Britanniques, ils se sont adressés à des miliciens. Washington lui-même, qui était un bourgeois, mais qui n'avait été qu'un milicien, devint donc, comme les autres miliciens, militaire de profession. Or, les militaires britanniques vont penser que ces militaires d'occasion ne savent pas vraiment faire la guerre. On sait que les miliciens, c'était des gens qui pratiquaient la petite guerre. Vous savez, la petite guerre et la grande guerre. La grande guerre, c'est la guerre que pratiquent les militaires de profession. Il y a des règles à suivre. On avance en file serré, en rang droit, bien tiré au cordeau. On tire seulement quand l'ordre est donné et on fait tel mouvement seulement quand le mouvement est ordonné. Alors que les miliciens, eux, tiraient quand ils voulaient. Ce qui est arrivé, c'est que au premier choc entre les militaires britanniques et les miliciens américains, eh bien, les Britanniques, eux, suivaient les ordres. Ils attendaient qu'on dise « feu ». Alors que les miliciens britanniques, les miliciens américains tiraient quand c'était le temps. Ce qui explique que bien des batailles ont été perdues par les Britanniques pendant la guerre de Révolution. La réputation de Clément Gosselin auprès des dirigeants des colonies américaines n'était plus à faire. Et comme le Congrès américain n'avait pas complètement renoncé au Canada, on voulait servir de Clément pour, disons, brouiller les pistes. Et pour le convaincre d'accepter cette nouvelle mission, on lui fit rencontrer le général en chef de l'armée américaine, George Washington, lui-même. Clément Gosselin, voulez-vous devenir mon espion au Canada? Vous voulez reconquérir le Canada? Oui. C'est-à-dire, dans un avenir prévisible, le Congrès ne prévoit pas attaquer à nouveau le Canada. Mais faites un bon travail d'espionnage. Répandez de fausses rumeurs pour tromper les Britanniques. Et il n'est pas dit que cela n'entraînerait pas le Congrès américain à revoir sa position. Et qui sait? Clément Gosselin partage avec Washington la haine des Anglais. Et Clément Gosselin rêve toujours au moment où les Américains viendront aider les Canadiens à se débarrasser des Anglais. Donc, il accepte l'offre du général en chef de l'armée américaine et devient espion. Il retourne au Canada et, au péril de sa vie, il commence sa dangereuse carrière. Évidemment, votre solde de milicien sera doublé. Juste à l'idée de rentrer chez moi, j'accepte. N'écoutant que son courage, Clément Gosselin franchit la frontière canadienne en 1778. Le 23 novembre, il livre par écrit au général Washington son rapport de mission d'espionnage qu'il a effectué au Canada, comme en fait foi cette lettre inédite signée de la main de Clément Gosselin qui a été retracée à la bibliothèque du Congrès américain. Ironiquement, Clément Gosselin, qui était toujours frappé d'excommunication, parle de l'aide que lui a apportée l'abbé de Lotbinière, un des rares ecclésiastiques canadiens qui appuie la cause américaine. Ce dernier a communiqué à Gosselin de précieuses informations sur le nombre de soldats qui occupent Québec, ainsi que la liste des principaux officiers qui dirigent l'armée anglaise au Canada. Gosselin indique aussi le nombre de bâtiments que l'armée a fait construire, les armes et les provisions dont il dispose. Il explique aussi que toutes les paroisses situées au bas de Québec ont été désarmées. Il souligne que le clergé catholique, appuyé par les Britanniques, se fait une gloire de tyranniser ceux qu'il traite de rebelles. Il mentionne les noms de 3 pères jésuites et de 2 prêtres, dont le curé de Lotbinière et celui de Kamouraska, qui continue malgré tout de sympathiser avec les Américains. Il termine sa lettre en suppliant le général Washington de leur accorder sa protection, depuis qu'il a appris au Canada que leurs biens ont été saisis et que leur famille est à la mendicité et à la merci du monde. Nous ne cesserons de prier Dieu pour qu'il bénisse les âmes de l'Amérique et tous les généraux qui les gouvernent. Conclut Gosselin. Il transmettait certaines informations, dont
le général Washington avait absolument besoin. On lui demandait d'aller vérifier le nombre de militaires qui étaient impliqués soit dans la région de Montréal, dans la région de Chambly ou d'ailleurs, et il transmettait ces informations-là à ses supérieurs, soit Hazen, son général, ou transmettait directement au général Washington. Faites attention, Clément Gosselin. Si vous êtes capturé, je ne pourrai rien faire pour vous. Vous serez pendu. De toute façon, j'ai lié mon sort au vôtre. Aussi bien aller jusqu'au bout. Après un bref séjour au Canada, au cours duquel Clément s'est employé à répandre de fausses rumeurs sur une éventuelle attaque américaine, nous avons repassé la frontière et nous sommes revenus aux États-Unis. Nous avons rejoint notre milice et nous combattons toujours avec l'armée américaine. Mais un fait nouveau, extrêmement important, est survenu il y a quelques mois. En effet, la France a décidé d'appuyer les États-Unis dans son combat contre l'Angleterre. Je besoin de vous dire que pour nous, les Canadiens, tous les espoirs sont maintenant permis. En 1776, Louis XVI se garde bien d'intervenir tout de suite parce qu'il attend de voir ce que les Américains sont capables de faire. Mais il va commencer à se produire une collaboration française. Et ce commencement se produit d'une façon clandestine avec un homme qui s'appelle Lafayette. On part en cachette, on réussit à se rendre aux États-Unis avec ce bateau chargé d'armes, malgré la défense du roi Louis XVI. Une défense, vous savez, bien faible, parce qu'il a laissé partir. Il a bien envoyé quelqu'un pour tâcher de mettre la main sur Lafayette, mais on avait dit à ce quelqu'un, ne marchez pas trop vite, laissez-lui le temps de se sauver. J'ai réussi à parler au marquis de Lafayette. Et puis? Il m'a assuré qu'il ferait tout pour convaincre Washington de lever ses troupes et de remonter à la conquête du Canada. Bon, espérons que cette fois-ci, ils seront assez nombreux et surtout bien armés. Lafayette en fait son affaire. C'est un grand militaire et puis il a la confiance totale de Washington. Alors ça, Lafayette, de 20 ans, signe un contrat avec les Américains et va devenir un ami intime de Washington qui va lui accorder un corps d'armée à diriger. Hé, allons, faut prendre espoir. Le marquis de Lafayette est avec nous. Il m'a même suggéré de retourner au Canada pour préparer les esprits à la libération de la Nouvelle-France. Soutenu par le marquis de Lafayette, Clément Gosselin poursuit ses activités d'espionnage. En 1781, Gosselin se rend au Canada. Il répand la rumeur de l'imminence d'une invasion des armées du Congrès qui serait accompagnée par des régiments français dirigés par le marquis de Lafayette. Ces rumeurs inquiètent le gouverneur Haldimand qui craint que le retour des forces françaises n'entraîne une défection des Canadiens français et que ceux-ci se rallient aux rebelles américains. Le 18 janvier 1781, Clément Gosselin livre par écrit ce rapport de mission d'espionnage au général Washington. Il lui révèle que l'armée britannique compte 4200 soldats au Canada, dont 2000 qui sont en poste dans la ville de Québec. Les autres soldats occupent tout le territoire de Québec jusqu'à l'île aux Noix. Il dresse un portrait précis de l'état des fortifications de Québec et de la Pointe-Lévis. Par ailleurs, Clément Gosselin parle de l'espoir que suscite au Canada l'appui des Français à la cause américaine. Il juge que les dispositions des habitants du Canada pour les Français et les Américains sont très bonnes dans la majeure partie du pays. Ceux-ci désirent plus que jamais leur délivrance et la venue de l'armée américaine. Mais selon lui, le plus petit nombre qui ont pris la part des Anglais refuse de soutenir les intérêts du roi de France car celui-ci les a abandonnés. Toutefois, Gosselin met en doute leurs principes. Il est d'avis que ces Canadiens pensent que les Américains et les Français seraient les bienvenus s'ils parvenaient à envahir le Canada. Clément Gosselin est donc devenu un rouage important dans l'armée américaine. Mais ses activités coûtent cher et il a du mal à se faire payer. En mai 1781, Gosselin va adresser une lettre à Washington dans laquelle il fait état de ses dépenses. C'est intéressant parce que Gosselin va dire, écoutez, j'ai fait mon travail au Canada, je vous ai donné des renseignements. Je ne demande pas nécessairement à être
payé pour ce travail, mais j'ai eu des dépenses. J'ai dépensé des sous moi, pour venir ici, pour aller d'un endroit à l'autre. Et il va énumérer ses dépenses et ça se chiffre à quelques 300 $ de l'époque. Et donc, il y a une belle énumération et on voit bien le travail que Gosselin a fait et que patiemment, donc, fait sa demande au gouvernement américain. Et ceci dit, même s'il a de la difficulté à se faire rembourser, même si c'est pas facile, tout ça, Gosselin reste très... Il n'est pas amer. Il reste vraiment... C'est un homme de cause. C'est très clair qu'il a dédié sa vie à l'idée que le Canada devienne américain. Clément Gosselin n'est pas le seul Canadien français à avoir rempli des missions d'espionnage au Canada pour le compte des Américains. En 1781, un dénommé Pierre Cadieux de la compagnie Clément Gosselin a été envoyé en mission au Canada sous les ordres du major général, le marquis de Lafayette, en personne. Ce document, signé de la main de Clément Gosselin, est la preuve à l'effet que le dénommé Pierre Cadieux a bel et bien rempli sa mission pour le compte du marquis de Lafayette. Mais ce qui est un peu désolant dans cette histoire, c'est que Clément Gosselin et ses compagnons se faisaient un peu berner par les jeux diplomatiques de la France. Mince consolation, cependant, ils n'étaient pas les seuls, car même le marquis de Lafayette est tombé dans le panneau. Il y a eu, à ce moment-là, un jeu diplomatique extraordinaire et surprenant. C'est que la France, secrètement, parce que tout ça s'est fait secrètement, la France, secrètement, tenait à ce que l'Angleterre garde le Canada. Pour quelle raison? Parce que aussi longtemps que les Britanniques seraient au nord des États-Unis, les États-Unis sentiraient le besoin de demeurer alliés à la France. Et si les États-Unis demeurent alliés à la France, ça veut dire que la France va profiter du commerce américain, ce commerce qui faisait toute la richesse de l'Angleterre. Lorsque Clément Gosselin se lance dans des missions d'espionnage qui auraient pu lui coûter la vie, il le fait en étant convaincu que la France était bien décidée à reprendre le Canada. La France aurait pu reconquérir le Canada facilement. Elle n'a pas voulu, pour laisser le péril britannique au nord de la République américaine. Ainsi donc, les missions d'espionnage de Clément Gosselin n'étaient que des rêves naïfs, alimentés par l'imagination et les émotions d'un homme qui avait le malheur de ne rien comprendre à la politique internationale. En politique internationale, c'est pas sur l'émotion qu'on joue. On joue sur quelque chose de sûr, de solide. Et la France jouait sur du solide quand elle préférait que le Canada demeure colonie britannique. Puisque en demeurant colonie britannique, on avait toutes les chances de voir les Américains demeurer fidèles à l'Alliance française. Il s'en est passé des événements depuis la mission que le marquis de Lafayette avait confiée à Clément. En octobre 1781, nous avons participé à la bataille de Yorktown, bataille qui scelle la victoire des forces américaines et françaises contre l'Angleterre. C'est là que Clément fut blessé à une jambe par un éclat d'obus. La fracture guérira mal. Clément va boiter pour le restant de ses jours. Comme on le sait, cette bataille-là a réuni donc évidemment le général George Washington, mais des troupes françaises, donc, dont une partie dirigée par le fameux Lafayette. Et ces troupes, il y a 16 000 personnes, 16 000 hommes, dont à peu près la moitié sont des Français. On parle vraiment de troupes franco-américaines qui vont défaire le général britannique Cornwallis qui occupait l'embouchure de la rivière York. Et cette bataille est vraiment très importante parce que c'est à la suite de cette défaite britannique que finalement les Britanniques vont négocier avec les Américains, ce qui va mener au traité de Paris de 1783. Mais il est quand même important de souligner que Gosselin n'est pas le seul Canadien français à participer à cette bataille. Il faut quand même souligner qu'il y a quelques centaines, 200 environ, Canadiens français qui vont participer à la naissance des États-Unis. D'ailleurs, plusieurs des compatriotes de Clément Gosselin qui combattirent avec lui du côté des Américains à la bataille de Yorktown s'établirent ensuite dans le nord de l'État de New York. On peut nommer entre autres Antoine Paulin, Alexandre Friot, André Pépin, Amable Boileau, Théodore Chartier, Pierre Ayotte, Jean-Baptiste Laframboise et François Montier. En 1783, après que l'Angleterre ait reconnu l'indépendance des États-Unis d'Amérique, Clément Gosselin fut promu major avant d'obtenir son licenciement. Il partit en bateau sur la rivière Hudson et le lac George avec son frère Louis
Benjamin Morse, 2 officiers et 8 ex-soldats du régiment de Moses Hazen pour coloniser le comté de Clinton dans le nord de l'État de New York. Mais Clément Gosselin devra multiplier les démarches auprès du président George Washington pour que lui soient concédées des terres dans l'État de New York. Les rebelles d'hier sont devenus les maîtres d'aujourd'hui. En effet, le père John Carroll, que Clément rencontra en compagnie de Benjamin Franklin, est devenu le premier évêque catholique de toute l'histoire des États-Unis. Monseigneur, je veux que l'excommunication qui me frappe soit enfin levée. Je vous ai dit il y a très longtemps que s'il était en mon pouvoir de le faire, je le ferais avec plaisir. Je déclare l'excommunication prononcée contre vous levée et je vous réintègre dans le sein de votre Église. Vous pourrez de nouveau recevoir tous les sacrements. Merci. Merci beaucoup, mon père. On me dit que le Congrès américain vous a donné des terres en guise de reconnaissance. Oui, mais les titres de propriété sont pas très clairs. Pourquoi n'avoir pas écrit à George Washington? C'est ce que j'ai été obligé de faire. Et alors? Il m'a concédé de nouvelles terres près du lac Champlain. Bien. Le 23 décembre 1789, George Washington écrit à Clément Gosselin pour lui dire qu'il a transmis sa demande au gouverneur Clinton pour que lui soit concédée une terre en récompense pour les services qu'il a rendus aux États-Unis d'Amérique durant la Révolution. Suite à cela, George Washington a transmis ses intentions au Congrès et par la suite, le Congrès a voté tout d'abord un montant d'argent pour aider ces gens-là à survivre. Et par la suite, le Congrès a accordé des lots dans la région nord-est de l'État de New York à Clément Gosselin, Louis Gosselin, Germain Dionne et plusieurs autres. Ce ne sont pas tous mes compatriotes qui peuvent être entendus par votre président. De tous bords que je regarde depuis des années, j'ai été floué. Le clergé canadien m'a excommunié et a placé ma famille au banc de la société. Le Congrès américain n'a pas récompensé comme il le devait les Canadiens qui l'ont aidé en toute bonne foi. Et enfin, la France aussi nous a trompés, car son dessein secret était de se venger de l'Angleterre, sans vouloir pour autant reconquérir la Nouvelle-France. Les motifs d'action des États sont hélas parfois bien peu nobles. Vous voyez, Monseigneur, ce sont toutes des choses qu'un homme comme moi, vieilli avant l'âge, a compris, lorsqu'il a pensé mourir au champ de bataille de votre pays. Maintenant, je retourne chez moi. L'adhésion de Gosselin à la Révolution américaine représentait une des options qui étaient offertes aux Canadiens à cette époque-là. Mais qu'est-ce que voulait la majorité d'entre eux? Est-ce qu'ils préféraient retourner à la France, rester colonie britannique, ou faire comme Gosselin et joindre les États-Unis? On peut supposer, et c'est ma thèse d'ailleurs, que les Canadiens n'étaient pas intéressés à retourner à la France à cause des avantages qu'ils avaient eus à la conquête. Je fais depuis 3 ou 4 ans une série de conférences sur les avantages de la conquête, c'est-à-dire une conférence que j'intitule « La conquête de 1760 a eu aussi ses avantages ». Je ne dis pas que c'est avantageux sur toute la ligne, parce qu'il y a eu des tristesses, il y a eu des drames. Enfin, je soutiens que la conquête a eu ses avantages. Nous avons eu la presse, l'imprimerie, que la France ne voulait pas nous accorder. Nous avons eu des relations économiques avec les colonies du Sud, avec ce qui deviendra les États-Unis, ce qui était absolument interdit avant 1760. On a eu comme ça un certain nombre d'avantages. Et je pense que les Canadiens n'étaient pas prêts à renoncer à ces nouveaux avantages qu'on venait d'avoir par la conquête britannique. C'est une hypothèse. Clément Gosselin vécut près du lac Champlain jusqu'en 1791, jusqu'au moment où il décida de vendre ses terres pour retourner au Bas-Canada, dans la région de Saint-Hyacinthe.
Vers 1800, il fit un court séjour dans la région de l'Acadie, puis se fixa à Saint-Luc, où il vécut jusqu'en 1815. Comme il l'avait annoncé au prélat américain, Clément Gosselin se remaria. Malheureusement, sa seconde femme décéda en couche. Il épousa alors Marie-Catherine Monti, de 20 ans sa cadette. En 1815, il s'établit dans l'État de New York, sur une terre que le Congrès américain lui avait concédée. Un an plus tard, en 1816, il décéda à l'âge de 69 ans. Jamais de son vivant, Clément Gosselin n'aura réussi à convaincre le Congrès américain de verser une pension aux miliciens canadiens qui avaient combattu sous le drapeau américain durant la guerre d'indépendance. Ce n'est que 40 ans après sa mort, soit en mars 1860, que le Congrès américain adopta une loi pour accorder aux héritiers de Clément Gosselin la moitié d'une pension de major de l'armée républicaine. Voilà une maigre récompense pour un homme qui aura été fidèle aux idées de la Révolution américaine envers et contre tous.